J'ai abordé le scratch en voyant vraiment de quoi il s'agissait, en voyant Grandmaster Flash et Furious 5 au Palace. Melody Makers, le podcast qui décortique, analyse, épluche la musique. Melody Makers. Dynasty est un DJ, producteur et pionnier du hip-hop en France. Sans lui, le rap ne se serait peut-être jamais implanté dans l'Hexagone. Il découvre la culture hip-hop aux États-Unis à la fin des années 70, puis s'impose dès le début des années 80 comme la figure centrale de la scène naissante. En 1984, il sort Panam City Rappin', souvent cité comme le premier album de rap hip-hop français. Il est l'un des animateurs historiques de Radio Nova avec son émission Dynastyle. À la fin des années 80, il brille en DMC, champion de France, champion d'Europe et finaliste mondial. Il scratch comme personne. Avec 130 disques au compteur, le Grand Master Dynasty me donne rendez-vous un dimanche matin dans un café de Belleville pour me raconter son parcours et comment il a façonné l'un des mouvements les plus importants de la culture populaire de ces 40 dernières années, la naissance du hip-hop français. Branchez le casque, montez le son, on l'écoute. Merci Daniel d'avoir répondu présent pour faire cet épisode de Melody Makers. C'est un immense plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui. Ton premier contact avec la musique, tu t'en souviens ? Ouais. Premier souvenir, enfin voilà, c'est genre Maxime Le Forestier, Michel Fugain, et puis les Poppies, enfin voilà, quand j'étais très jeune. Et puis par la suite d'autres choses, mais en tout cas voilà, les premiers souvenirs musicaux, c'est à peu près ça quoi. Ouais. Pierre Vassiliou, enfin ce qu'on entendait à la radio et aussi ce que mes parents écoutaient, même s'ils n'écoutaient pas beaucoup de choses, la flûte de Pan, ils adoraient la flûte de Pan, donc ça fait partie de ma culture musicale. Voilà. Un morceau qui t'a marqué à l'adolescence ? Alors il y a un morceau qui m'a marqué, qui explique un peu la suite. C'est un morceau des Isley Brothers, qui s'appelle For the Love of You ou Fight the Power. Voilà. C'est un album qui est sorti en 75, donc j'avais 15 ans. Ça m'a fait quelque chose que les autres musiques ne m'avaient pas fait. À côté de ça, je suis guitariste. Enfin, je joue de la guitare, quoi. Mais du coup, je me suis intéressé à tout ce qu'il y avait du flamenco au jazz manouche, là où il y avait de la guitare, et j'écoutais plus la guitare que les autres instruments dans tout ce que j'écoutais. Mais Isley Brothers, c'est vraiment quelque chose qui m'a pas traumatisé, mais qui a chamboulé des choses en moi, quoi. Voilà. Dans Le Monde de demain, sorti il y a 2-3 ans, cette série raconte l'émergence de la culture hip-hop en France. On te présente comme celui qui ramène le hip-hop des États-Unis après avoir fait un voyage à New York. Tu peux nous expliquer ce que tu découvres à ce moment-là, là-bas ? Alors, c'est transformé, c'est-à-dire que c'est pas New York, c'est San Francisco. New York, je me suis retrouvé à San Francisco et il se trouve que j'ai été partir une première fois en 75 avec mon grand-père. Donc j'ai vu des choses que je m'attendais pas à voir pour un gamin de 15 ans, quoi. Donc ça a déjà chamboulé pas mal de choses et je suis retourné en 78 et il se trouve que je suis resté suffisamment de temps pour être entouré de tout ce que j'ai vu, donc des graphes, du rap à la radio, enfin des danseurs, des breakers aux stations des tramways. Enfin, ce qui est étonnant par rapport à l'histoire du hip-hop, c'est-à-dire que je suis témoin que à San Francisco, c'était déjà là depuis fort longtemps, et du coup, j'ai pris ça comme quelque chose de totalement normal. C'est là-bas que tu as découvert le scratching ? Non. Le scratch est arrivé, de façon radiophonique bien plus tard, sur disque à partir de 79-80. Et j'étais trop jeune pour aller dans les soirées, parce que c'est interdit au moins de 21 ans. Donc j'étais dehors et j'écoutais ce que les DJ faisaient. Donc c'était bien mixé, mais il n'y avait pas de scratch à l'époque, pas encore. Oui, parce que Grand Master Flash est arrivé après. Il commençait à maîtriser le truc, mais ça a mis beaucoup de temps avant que ça devienne un art, en fait. C'est en rentrant en France que tu te dis « il faut que je développe ce nouveau courant musical ici ».
C'est-à-dire que je suis revenu en France en 81, il y avait le début des radios libres. J'ai eu la chance d'avoir une émission sur une toute petite radio qui s'appelait Arc-en-Ciel. Et à partir de là, j'ai pu toucher à des platines les techniques dont on se sert encore aujourd'hui. J'ai abordé le scratch en voyant vraiment de quoi il s'agissait, en voyant Grandmaster Flash et Furious 5 au Palace, où là j'ai vraiment vu ce qu'ils faisaient et c'était super impressionnant. Et je me suis dit, j'ai essayé de faire de même. Et sans professeur, sans personne qui m'explique, mais juste à l'oreille, et j'y suis arrivé apparemment. Ouais. Bah ouais, donc t'es quand même un des premiers gars à avoir fait du scratching en France, quoi. Alors il y a un autre gars qui s'appelait Franck, qui faisait partie des PCB, qui était avec Sydney, et du coup il scratchait bien, du coup lui il a pris des cours avec Grand Mixer DST. Et puis voilà, en fait, on n'était que deux. Lui était médiatisé, moi moins, mais c'était pas le problème. Enfin, je voulais vraiment réussir à faire ce que j'entendais sur les disques de ce qui sortait des États-Unis, quoi. Ouais. Tu peux nous raconter à cette époque l'éclosion de la culture hip-hop ici en France et à Paris particulièrement? Moi et d'autres, on a tous essayé à peu près tout. C'est-à-dire, moi, j'ai graffé, j'ai rappé, et puis finalement, je me suis dit, en fait, je suis pas très bon graffeur, je suis pas très bon rappeur, donc, par contre, aux platines, je peux faire quelque chose. Et beaucoup ont essayé à peu près tous les éléments avant de s'en approprier un plus particulièrement. Par contre, le hip-hop, quand il est arrivé en France, c'était surtout lié à la danse. Parce que l'émission de Sydney, HIP-HOP, était focalisée sur la danse, et c'est la danse qui était mise en lumière. Le rap en français, notamment, est venu bien plus tard. Et le graphe est venu à partir de 84-85, et c'est le graphe qui a sauvé le hip-hop en France, enfin, en tout cas sur Paris. Dès 1982, à ton retour des États-Unis, tu passes des disques à l'antenne de plusieurs radios libres. C'est bien ça? Il y a eu Arc-en-Ciel, après FG, c'était Arc-en-Ciel et FG, et après je me suis retrouvé sur Carbone 14. Ça a duré un certain temps et j'ai remplacé Phil Barnet qui avait une émission de funk où il passait toutes les nouveautés funk et rap. Électro-rap, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Donc moi je faisais de même. Et l'émission était écoutée, mais j'en sais rien, enfin pas tant que ça. En tout cas, voilà. Après, j'ai fait plein de petites radios libres, Radio Créteil, Radio Chip, Radio ci, Radio ça. Et c'était le moyen de transmettre le message. En 1984, tu vas autoproduire et enregistrer ton premier album, Panam City Rappin'. Ce premier album est considéré comme le premier album de rap français. Comment as-tu enregistré ce disque ? J'ai investi dans un 4 pistes et puis dans un synthé, et puis j'avais ma basse, ma guitare, et j'ai fait mes maquettes. Et il se trouve que j'ai un ami qui s'appelle Michel Eskenazi, chez qui j'ai enregistré cet album, et c'est un ami on s'est rencontrés en Amérique centrale, au Guatemala. Enfin voilà, l'histoire elle est totalement improbable. On s'est pas perdu de vue, et lui de son côté il a fait une école d'ingénieur du son, il a monté son studio, et puis il montait régulièrement pour écouter mes maquettes, et puis à un moment il m'a dit là vas-y viens chez moi, tu payes juste l'électricité, mais j'ai un 8 pistes, j'ai pas grand chose, mais tu peux l'enregistrer chez moi. Puis j'ai passé 3 semaines chez lui et j'ai fait ce disque. En fait j'avais fait des maquettes, mais j'ai quasiment tout refait sur place avec première expérience en studio, même si c'était un petit studio. Et puis de là est sorti cet album que j'ai autoproduit, c'est-à-dire j'ai tout payé, le pressage. Après le problème c'était la distribution, comment vendre ce disque. Ça c'était compliqué. Je sais pas si ça répond à ta question. En tout cas, en 84, les gens disaient que j'avais un métro de retard. Ah bon ? Pourquoi ? Ouais. Parce que c'était le cas. Enfin, je veux dire, par rapport à la vision française, j'étais voir Vogue, Carrère, Musidisc, enfin, tous les labels qui pouvaient peut-être distribuer. Je me dis, mais c'est fini tout ça, c'est mort, le rap c'est terminé. Maintenant on passe à autre chose. Voilà. On écoute un extrait de cet album, et le morceau c'est Panam City Rappin'.
Tu peux me dire un mot sur ce morceau ? Il est bien, mais en fait, moi, comment dire, j'aime pas forcément l'écouter, parce que ma voix me plaît pas forcément, mais en tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu à ce moment-là. Et rapper en français, c'était pas évident, d'autant plus que j'ai pas de repères d'autres personnes qui le faisaient. Voilà. En tout cas, juste pour l'anecdote, j'en ai amené une 50aine à Londres, que j'ai laissé 10 dans 5 magasins. Et quand je suis revenu le mois d'après, tout était parti. Parce que là-bas, ça leur a plu. Et je suis même rentré dans un magasin, le gars était en train de l'écouter et il allait l'acheter. Voilà, ça, c'était vraiment beaucoup d'honneur, quoi. Et très rapidement, Radio Nova va t'engager une première fois. C'est arrivé comment ? C'est grâce à ton premier disque ou pas ? La question est épineuse, mais non, pas du tout. C'est-à-dire que Nova savait pas du tout que j'avais fait un album en 84 et c'était pas le propos. En fait, ils faisaient un test. Ils essayaient de voir si ils avaient moyen, parce que Nova était une radio sono-mondiale sans la funk, sans la soul. Enfin voilà, c'était toutes les autres musiques sauf ça. Donc ils ont essayé, puis finalement ça a pris. Mais c'était très éphémère. Voilà. Alors, comment ça s'est passé ? C'est-à-dire qu'avant Radio Nova, il y a eu Radio 7. Et il y a quelqu'un qui s'appelle RLP, Robert Lévy-Provençal, qui a fait une annonce. Tous ceux qui veulent participer à l'émission envoient leur cassette. Donc moi, j'y étais directement. J'ai amené ma cassette. Et un mois après, j'avais 2 heures tous les mois. Et à cette époque-là, j'allais à Londres chercher des disques. Donc des vraies nouveautés qu'on n'avait pas en France. Et ça a commencé comme ça. C'est-à-dire que finalement, ça fait comprendre aux auditeurs, parce que RLP était plus sur la disco-funk new-yorkaise, un peu latine rascal, etc. Donc plus personne diffusait du rap. Dans les magasins, ça n'existe plus. Et donc, finalement, ça a fédéré des gens par le fait que je balance les trucs que je ramenais de Londres, toutes les nouveautés américaines et des trucs bien... le rap évoluait constamment et donc c'était un moyen de le faire savoir. Et à partir de là, ça m'a permis de faire la suite. Entre-temps, il y a eu un fanzine que j'ai fait avec un ami qui s'appelait Kid Street News, où on parlait justement des nouveautés funk et rap. Et par la suite, il y a eu l'histoire du Terrain Vague. Donc le Terrain Vague, c'est en 86. Radio 7, c'était 80. Enfin voilà, c'est la chronologie est précise, mais en même temps, c'est des périodes très courtes. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. En 1986, tu te fais connaître d'un public plus large en organisant des block parties, comme ce que tu avais vu aux États-Unis. Et sur le terrain vague de La Chapelle, sur un terrain vague de La Chapelle. On y scratch, on y danse, on y graffe. Le hip-hop naît dehors à ciel ouvert. Alors comment tu as décidé de lancer ces soirées illégales en quelque sorte ? Avant que le terrain vague existe, il a fallu que je sente que j'avais un auditoire et que je pouvais toucher des gens. Au-delà du fait que ce terrain vague était un terrain que je connaissais, j'habitais pas loin et puis je graffais avec Colt à l'époque, donc je connaissais tout le monde. Et puis tout d'un coup, il y a eu un déclic, je me suis dit, bon, voilà, dans ce terrain-là, on peut avoir le graphe, la danse, le DJing et le rap. Voilà. Et comment tu as fait la promotion de ces soirées alors ? La pub se faisait avec des prospectus, on appelait ça comme ça à l'époque, qu'on mettait dans toutes les FNAC entre les disques. Et puis le bouche à oreille. Voilà. Et au départ, il y avait 20 personnes. Après, au plus fort, il y en avait 100 et quelques. Quoi. Ouais. Et c'était 2 francs le... Ah, c'était bien, pourquoi ? Pour que ça paye le groupe électrogène et l'essence à mettre dedans. Ouais. Très peu de temps après, tu animes la première soirée hip-hop de la capitale, comme celle de Roger Boîte Funk au Globo, organisée par le magazine Actuel et Radio Nova. Cette boîte de nuit devient l'épicentre d'une nuit nouvelle. Au Platine Dynasty, dans la salle, un mélange inédit, des mecs de banlieue, tous les branchés de Paris, des journalistes, des curieux, enfin tout le monde.
Et tous sont là pour écouter les disques que tu vas chercher tous les mois en Angleterre. Comment tu t'es retrouvé au Globo ? Je suis arrivé à Nova en 87. J'avais une demi-heure par jour. Donc, une demi-heure par jour, je faisais spécial funk, spécial soul, spécial breakbeat, spécial hip-hop, spécial électro, etc. Et puis, du coup, il y avait les frères Body and Soul, ils s'appelaient comme ça, qui sont devenus les Malka Family, qui se sont dit, ouais, ça serait bien qu'on ait un DJ, mais ouais, Dynasty, il est peut-être un peu trop rap. Du coup, ils sont venus chez moi, j'ai passé, une audition, on va dire. Donc ils ont vu ma collection et puis ils ont vu que je pouvais jouer aussi de la soul et du funk. Je pensais qu'ils savaient, vu que mes émissions étaient thématiques. Et à partir de là, l'émission que j'avais permettait de promotionner les soirées chez Roger Bois de Funk qui avaient lieu tous les vendredis. Et ça a pris au-delà de ce qu'on pouvait penser. Ouais. C'est-à-dire que dans le monde du hip-hop, pour la plupart des gens, enfin, on avait un rendez-vous, quoi. Et plus beaucoup d'autres qui venaient attirés par le fait qu'il se passait vraiment quelque chose là-bas. Ouais. Après, il y a un petit problème entre les personnes, organisatrices de ça. Et puis aussi le quartier, ils en ont marre des lascars qui taguent de partout. Et du coup, chez Roger Bois de Funk s'arrête. Du coup, moi, mon émission aussi à Nova s'arrête. Et par la suite, Nova me reprend. Et là, je fais l'émission avec Lionel D. Et ça a duré 2 ans. Alors justement, raconte-nous cette fameuse émission, le Dina Style, émission culte dans laquelle tu invites les rappeurs à faire un freestyle au micro. D'ailleurs, tous ceux qui feront le rap français par la suite sont venus dans ton émission. On a pu y entendre Joey Star et Cool Chain de NTM, les gars d'Assassin, MC Solar et bien d'autres. C'est ça. Alors au départ, là-bas, c'est tous les gars de Vitry, pas du Sud, le mouvement authentique. Donc le mouvement authentique, c'est un truc qui est né à Châtillon et qui englobe tout ce qui se passait à Vitry, Bagneux et Châtillon, tout le Sud. Donc Salia vient de ça, les Little MC viennent de ça, Lionel D, JM, Doudou, les Timides et Sans Complexe, tout ça c'est lié autour du mouvement authentique, dont les Generation MC. Donc c'est les premiers gars qu'on fait venir à la radio et qui finalement donnent envie à d'autres de venir de partout. Et on se trouve très vite débordé parce que ça vient de partout, parce que la porte est ouverte, tout le monde peut rapper, il n'y a pas d'audition, savoir tout le monde. Et Lionel, il fait le lien entre ceux qui ne savent pas très bien rapper, ceux qui rappent super bien. Enfin voilà, il y a une espèce de truc qui se passe. Et donc l'émission durait 2 heures, il y a 1 heure de rap américain avec toutes les nouveautés et 1 heure de rap freestyle en français. Après, il y en a beaucoup qui étaient fâchés parce qu'il fallait qu'ils reviennent la semaine d'après parce qu'il n'y avait pas assez de place, etc., quoi. Mais c'était très intense. Voilà. Ça a dû quand même déstabiliser la radio de voir débarquer toutes les semaines des dizaines de rappeurs dans les locaux, non ? Alors, c'est même pas ça les déstabilise, c'est qu'en fait, ils n'étaient pas au courant. Parce qu'on faisait ça le dimanche, de 22h à minuit. Et qu'en fait, à cette heure-là, on avait les clés, mais il n'y avait personne dans la radio, et personne de la radio écoutait la radio. Donc finalement, ils l'ont su par des auditeurs, des gens qui leur ont dit « Mais c'est dingue ce qui se passe le dimanche soir avec Dynasty et Lionel, c'est fou !» Et c'est là où ils s'y sont intéressés. Et après, ils avaient peur que ça dégénère, qu'il y ait trop de monde, etc. Mais bon, ça c'est... ce qui est génial, c'est que on leur a fait dans le dos à Nova, Lionel et moi, mais que finalement ils nous ont permis de le faire un certain temps. Après, forcément, il y a eu une fin qui était prévisible, mais quand même on a tenu 2 ans. Malgré tous les 50 personnes qui étaient dans la cour, ceux qui étaient dans les étages, ceux qui étaient dans l'escalier, et ceux qui étaient dans le studio. Non, c'était fort, c'était très fort. Et il y avait que Lionel et moi, et les gars de Vitry qui faisaient un peu la police et qui veillaient au grain, quoi. Donc il n'y a jamais eu de gros problèmes à part les tags qui étaient un peu partout, qu'on nettoyait toutes les semaines. Parallèlement, à cette époque, tu participes plusieurs années de suite aux DMC, qui sont les championnats du monde de DJ.
parce que tu es déjà champion de France de cette nouvelle discipline qui est le scratching. Ce qui est fou, c'est que je me retrouve championnat de France. Et je me retrouve avec Eddie Sheba, que je respecte énormément. Eddie Sheba, c'est un rappeur de la première école qui faisait partie du non-stop, qui était un mouvement avant le hip-hop. Toute sa prestation, c'était sur l'habillement. Genre, il passe sous les platines, il ressort en Zorro, des trucs comme ça, et c'était jugé sur l'applaudimètre. Sauf que moi, j'étais le premier à faire un set scratch, quoi. Et en fait, pourquoi j'ai fini premier, c'était l'applaudimètre, il était contre moi. C'est que en fait, le DMC de l'époque, ils avaient besoin de quelqu'un qui sache scratcher, parce que les championnats du monde, ils avaient tout d'un coup, grâce à un DJ américain qui s'appelait DJ Cheese, il leur fallait un scratcher. Donc le gars il a été champion du monde. Et ils se sont dit, ce serait bien qu'on ait un scratcher du coup, j'ai fini 3e. Ce qui n'était pas prévu du tout. C'était un peu comme du sabotage. C'est-à-dire, ils avaient mis les retours tellement forts que j'entendais rien au casque. Les platines sautaient, la table de mixage toute neuve, le crossfader. Il fallait faire de la muscu pour arriver à le bouger. Enfin, c'était... Et normalement, dans les règles du DMC, on n'a pas le droit d'utiliser des medleys. Et cette année-là, c'est un Anglais qui a gagné, et lui, il a utilisé les 2 mêmes disques, c'est les aventures de Grandmaster Flash en The Wheel of Steel. Il a fait que ça, il a mis un drapeau d'Angleterre, et puis il a scratché en dessous, et voilà, il a gagné. Bon, c'était un petit peu fléché, on va dire, mais pas grave. Du coup, je me suis représenté l'année d'après, j'ai fait les championnats d'Europe, etc. Le DMC de l'époque m'ont interdit de me représenter parce que personne ne voulait se présenter, parce qu'ils savaient que j'allais gagner. Du coup, j'ai été dégagé pour ça. J'avais fait un rap à Nova là-dessus. Ouais. Et est-ce que c'est vrai que la maison de disques de Mylène Farmer t'a contacté pour scratcher sur l'un de ses morceaux ? Alors ça, c'est vrai, mais c'est bien plus tard. C'est après l'émission de Radio Nova, une fois que je me suis fait un nom, que du coup, les producteurs de Mylène Farmer, c'est pas forcément elle qui a eu l'idée, se sont dit on a besoin d'un effet de scratch sur un morceau. Or, c'était non seulement pas bien payé, d'une part, et d'autre part, je ne suis pas battu toutes ces années pour me retrouver avec un featuring sur un disque de Mylène Farmer. Moi, j'ai dit non, et puis j'ai donné le plan à quelqu'un d'autre qui l'a fait très bien et que ça ne dérangeait pas du tout. Et en fait, il a fait juste un tchoucoutou, ce qu'on appelle un baby scratch, et c'est le morceau, le clip, c'est un ring the box, je ne sais plus le nom du morceau. En 1991, tu sors ton 2e album qui s'appelle Dynasty, tout simplement. On trouve un morceau que j'aime beaucoup, c'est Ton sourire, sur lequel un saxophoniste japonais ultra connu... Yasuaki Shimizu. Ouais, c'est ça, il vient poser son saxophone sur le titre. Alors comment tu l'as rencontré et comment s'est passé l'enregistrement ? Alors, je l'ai rencontré au Japon, parce que Martin Messonnier m'avait fait venir au Japon. Donc au Japon, on avait chacun 2 systèmes différents. Donc moi j'avais un S1000 avec un Atari, lui il avait un autre système. Et puis il se trouve qu'il avait invité Yasuaki Shimizu et des rappeurs japonais. Enfin voilà, c'est comme ça que j'ai pris connaissance de ce qui se passait au niveau hip-hop au Japon. Et on s'est bien entendu. Du coup, on a pris le contact et il se trouve que... dès que j'ai été signé chez Polydor, que j'ai eu un budget pour faire cet album, que j'ai fait chez Michel Eskenazi, dans le studio où j'ai fait mon premier album, donc c'était une suite logique, et du coup il se retrouve à venir du Japon à Sainte-Foy-la-Grande, enfin tu vois, dans la campagne, et puis le morceau Ton sourire, en fait je l'ai fait pour la femme que j'aimais à l'époque, à qui je suis resté quand même pas mal de temps, et voilà, donc c'était adressé à elle, c'était une déclaration d'amour, et la musique va avec, quoi. Voilà, j'ai essayé de faire du velours, quoi. Allez, on écoute un extrait de ce morceau qui s'appelle Ton sourire. Les miettes, je n'aurais pas pu tenir très longtemps. Tu m'as donné tant de soleil qui m'éclaire à tout instant.
que chaque jour tu m'émerveilles. Comment s'est passée cette séance d'enregistrement avec lui ? Il a fait 2-3 pistes, pas plus, et finalement, on a gardé qu'une piste, mais de bout en bout, c'est-à-dire le pont et puis et après à la fin du morceau. Ouais. Après, les réécoutes, je trouve que ça a plutôt bien vieilli, même si c'était quand même fait avec peu de moyens, mais en tout cas, il y avait beaucoup de bonne humeur dans le studio chez Michel, et c'est ça qu'on ressent, je pense. Ouais. Alors j'ai retrouvé la maquette qui est mieux, parce que après ça a été raboté par le mastering, enfin tu vois, il y a plein d'étapes fabrication où finalement il y a moins de relief que l'original, et j'ai retrouvé la maquette, et la maquette, il n'y a pas le sax de Yasuaki Shimizu, mais elle est beaucoup plus hip-hop, on va dire. Ouais. Et toi, quels sont tes morceaux préférés sur cet album ? Bah, tous les morceaux avec Bronze Album en fait. Parce que dans le même temps, à partir du moment où j'ai eu le budget, j'ai essayé de faire venir tous ceux que j'appréciais. Donc, bon, Style Bob, que j'ai connu à New York, je l'ai fait venir. Voilà, il a déboulé en pleine guerre du Golfe, comme le raconte le morceau, à la douane, parce que son nom c'est Khalid. Et du coup, voilà, il est resté bloqué, et puis il s'est retrouvé, il savait pas du tout, il savait pas du tout que ça serait la campagne à ce point-là, quoi. Et du coup, dans son texte, il raconte qu'il déboule là, avec les coqs, les oiseaux, la campagne et tout. En plus, il y avait des chevaux, il a fait du cheval avec un poncho. Il était heureux comme tout, quoi. Et dès qu'il est arrivé, il s'est dit, bon, le micro, vite, là, je suis inspiré. Puis les morceaux, ils avaient écouté vite fait, mais en fait, je m'attendais pas du tout à ce qu'il allait faire, quoi. Et puis... parce que c'est un super chanteur, bon, c'est Bob. Il a fait Ghetto Dancing, il a fait Soulman, enfin il y a 4 morceaux où il est su. Ouais. Après, la maison de disque me poussait, il dit on n'a jamais fait de disque avec autant d'invités. C'est un peu bizarre, c'est comme une compile, mais en fait, c'en est pas une. Donc, il faut absolument que tu rappes. Et c'est à cause, enfin, c'est pas grâce en tout cas, que j'ai fait Le Temps qui passe aussi dessus, et un autre morceau, enfin voilà. Du coup, on m'a forcé un peu à rapper pour que... et c'est comme ça que Le Temps qui passe, il s'est retrouvé à Rapline, etc. Pour qu'il puisse promotionner un truc alors que moi, un rappeur, j'ai pas spécialement assumé. Je suis rappeur de studio, mais pas plus que ça. Voilà. Si tu devais définir la patte Dynasty. Il paraît que j'ai une patte déjà, c'est pas mal. Mais je sais pas, moi ça sort, et puis ce qui sort ça vient de moi, donc forcément c'est identifiable au fur et à mesure, mais ma patte elle est assez mélancolique, et j'aime pas j'aime que ça tabasse, mais j'aime bien ce qui est lunaire aussi, avec des effets très lointains, enfin j'aime bien que ce soit riche de ce côté-là, mais que ça reste... bien hip-hop dans l'intention. J'aime bien que ça soit brutal, mais doux en même temps. Je sais pas comment dire. C'est pas moi de le dire en fait. Dans le monde de demain, on voit bien que tu es un gentil garçon, quoi. Cette personnalité, ce trait de caractère-là, ressort forcément dans ta musique, non ? Ouais, mais c'est ça qui est... c'est dommage sans l'être, mais ça raconte pas du tout dans le monde de demain. On voit rapper, on sait pas si c'est moi qui produis. Enfin, quand on voit chez moi, il y a même pas une guitare. Enfin, voilà. Tout ça est un peu occulté, mais c'est pas grave. Voilà, on peut pas avoir toutes les casquettes en même temps. Mais en tout cas... je suis gentil, hein. Ouais. Bon, tu as fait une dizaine d'albums à peu près. Ouais, 7, et là je prépare le 8e. Donc là, tu prépares un album, c'est ça ? Ouais, chez Michel Eskenazi. Encore ouais. Toujours à la campagne. Il a fait le premier et il fera le dernier. Ouais, ça sera le dernier. Et est-ce que tu as déjà commencé à travailler dessus ? Ouais, beaucoup dans ma tête, surtout. Mais en tout cas, je sais où je veux aller, et je sais que c'est possible d'y aller. Ouais. L'enregistrement est prévu pour quand ? Je suis incapable de te dire, mais le plus vite possible. Enfin, je veux dire, c'est pas comment dire. C'est une histoire de un an et demi.
Le temps que ça s'élabore, etc. Par contre, ce qui va changer de mes albums d'avant, c'est que je vais m'entourer de musiciens que je vais diriger à ma façon pour avoir ce que je veux faire, mais que ça me coûte pas trop à moi-même d'essayer de faire tout seul. Voilà, je veux plus faire les choses tout seul. Voilà, j'ai une espèce d'équipe, de gens qui comprennent mon langage et qu'on puisse faire les choses ensemble. Et ça sera, c'est ce que j'attends depuis longtemps et enfin je vais pouvoir le faire. Très bonne nouvelle. Tu fais par ailleurs pas mal de DJ sets. Je suis venu te voir l'autre soir et c'est toujours aussi impressionnant de te voir aux platines. La suite pour Dynasty, c'est quoi ? Il y a Doris qui est juste à côté, qui pourrait y répondre. En tout cas, j'ai eu la chance d'être bien entouré. Enfin, voilà. J'ai un booker qui s'appelle Netic, j'ai une manager qui s'appelle Doris, et qui s'occupe de l'Instagram, du Facebook, et puis de bien d'autres choses. Et puis après, les projets, c'est un podcast sur l'état du rap mondial. Et puis après, il y a un projet de livre aussi. Enfin, tout ça est en train de se mettre en place tout doucement, mais sûrement. Donc ça fait l'album, le podcast et le livre. Ce sera une biographie ? Oui, une biographie. Tu dois avoir pas mal de photos, non ? Non, vraiment pas tant que ça. Il y en a beaucoup qui en ont de moi, mais qui les gardent. Et en fait, moi, j'ai pas grand-chose. D'ailleurs, si des gens ont des photos de moi, qui n'hésitent pas à me contacter parce qu'elles pourront servir pour justement décorer ce livre qui est à venir. Écoute, l'appel est lancé. On en a besoin, ouais. Si tu devais garder un seul souvenir de ton parcours, ce serait lequel ? Ça sera demain. C'est une très bonne réponse. Dernière question. Si tu dois retenir à jamais un état de grâce durant toutes ces années, ce serait quoi ? Jusqu'à maintenant, en tout cas. J'ai envie de te dire, les moments de sérénité et d'état de grâce, comme tu dis, je les ai vécus surtout avec quelqu'un qui est proche, c'est Michel, quoi. Tu vois que je suis dans son studio à la campagne, tout d'un coup, au départ j'avais peur qu'il n'y ait pas assez d'urbanité, tu vois. Moi qui suis vraiment urbain, première fois que j'étais chez lui, j'ai dit mais c'est pas possible, je vais me ramollir, c'est trop calme. Comment je vais faire ? Ça va changer ma musique, ça va changer mon état d'esprit. Du coup j'essayais de me carapacer dans un truc urbain imaginaire en étant là-bas. Mais maintenant j'en profite pleinement. Et c'est pour ça que ce futur album va être vraiment serein. Ouais. Merci Dynasty. Merci à toi. C'est moi qui te remercie. Merci d'être venu vers moi. Et puis j'espère que cet échange est partagé. Voilà. Salut Daniel, à bientôt. C'est pas ce que je voulais dire, mais j'espère que tout va bien, quoi. Ouais. C'était Melody Makers, le podcast qui décortique la musique. Réalisé par Julien Louette. Plus d'épisodes sur toutes les plateformes. Partagez, commentez, likez. Si vous souhaitez découvrir les coulisses de mes entretiens, rendez-vous sur le compte Instagram Melody Makers Podcast. Vous y trouverez photos, vidéos et bonus. Merci pour votre écoute. Rendez-vous au prochain épisode.